Bonjour et bienvenue. Voilà. Bienvenue dans Xenius. Pour vous, chers téléspectateurs, et pour la science, nous ne reculons devant aucun effort. Regardez-moi un peu cette magnifique tour. Je n'en suis pas peu fier, je dois dire. Une belle pile de caisses de bouteilles d'eau. J'y ai mis tout mon cœur. Tout son cœur et c'est biscotto. Doing, doing. C'est la quantité d'eau moyenne qu'un Allemand consomme chaque jour. Cela comprend ce qu'il boit, mais aussi la douche, le brossage de dents, la chasse d'eau et ainsi de suite. Au total, cela fait, tenez-vous bien, 120 litres par jour. 120 bouteilles d'1 litre ou 10 caisses. Et mauvaise nouvelle pour Gunnar, les Français en consomment encore plus. J'y retourne. Les Français consomment donc 150 litres d'eau par jour, soit 150 bouteilles d'1 litre ou 12 caisses plus une demi. celle que j'ai portée. Une demi-caisse, formidable. Et c'est là que j'arrête de jouer les porteurs d'eau, car cette tour n'est que la partie visible de notre consommation. Si nous nous étions attaqués à la partie immergée de l'iceberg, je pense que le supermarché n'aurait pas été assez haut. Et cette eau que nous consommons en plus, elle sort de robinets qui ne sont pas chez nous, mais aux quatre coins du monde. Dans quel pays et avec quelles conséquences? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout cela doit vous paraître très virtuel, alors nous vous proposons de découvrir tout de suite concrètement comment on consomme de l'eau presque à son insu. Félicia est étudiante et partage un appartement en colocation. Tout en aimant leur confort, ses amis et elle pensent aussi à préserver l'environnement. Nous sommes des mordus du recyclage et on se dispute tout le temps pour savoir s'il faut passer les pots de yaourt au lave-vaisselle ou les mettre directement au recyclage parce que ça gaspille de l'eau. Les trois étudiantes essaient d'économiser l'eau. Elles ne laissent pas couler le robinet inutilement, par exemple. Et pourtant, elles utilisent beaucoup plus d'eau qu'elles ne le pensent. Car il y a de l'eau dans tous les produits que nous consommons. Celle utilisée pour leur fabrication, ce que les scientifiques appellent l'eau virtuelle. Marie, l'autre colocataire, vient de faire les courses. Porter l'eau virtuelle de ses emplettes serait impossible, beaucoup trop lourd. La fabrication d'une seule bouteille de bière demande 150 litres d'eau. Et celle d'un paquet de chips, 170. Et ainsi de suite pour tous les aliments du panier. Le comble, la viande de bœuf, 15 400 litres d'eau par kilo. Étudiante en technologie alimentaire, Félicia passe beaucoup de temps à son bureau. Là aussi, elle consomme de l'eau virtuelle. La moindre feuille de papier représente 10 litres. Sophie choisit sa tenue pour aller à son cours de médecine. En été, tout le monde apprécie la légèreté du coton. Quelle quantité d'eau virtuelle dans un simple t-shirt? Je dirais 300 litres peut-être. 2500. Ah d'accord. 8 fois plus. De quoi regarder sa garde-robe d'un autre œil. Alors que notre consommation directe d'eau est modérée, l'eau virtuelle y ajoute des quantités considérables. La différence est tellement énorme que finalement, je crois que c'est ridicule de se demander s'il faut fermer le robinet quand on se brosse les dents. Un t-shirt ou la viande qu'on mange représente beaucoup plus d'eau. Oui, c'est fou. Ouais. En Allemagne, la consommation totale moyenne est de plus de 3 900 litres d'eau par personne et par jour. Et la consommation française la dépasse de 1000 litres, environ 4 900 litres par jour. Des chiffres vertigineux et supérieurs à la moyenne mondiale. L'université de Twente, aux Pays-Bas. C'est ici qu'a été créé le concept d'empreinte eau, un indicateur de la consommation totale d'eau, directe et indirecte. Arjen Hoekstra, professeur de gestion des eaux, en est l'auteur.
Lorsque l'on vit en Allemagne ou en Europe du Nord, on ne se sent pas concerné par le manque d'eau. Or, le problème nous touche de plus près qu'on ne le pense parce qu'il est tous les jours dans notre assiette. Les produits que l'on achète au supermarché, que l'on mange, sont souvent importés de régions où l'eau est une ressource rare. Et cette pénurie d'eau est étroitement liée à notre vie quotidienne. Pour calculer l'empreinte eau moyenne d'un produit, Arène Extra tient compte de toutes les étapes de sa production. Un exemple, la viande de bœuf. La durée de vie moyenne d'un bœuf d'élevage est de 3 ans. Pendant ce temps, il boit des milliers de litres d'eau. Le nettoyage de l'étable et la préparation des aliments consomment également de l'eau. Mais le total représente à peine 2% de l'empreinte eau d'un bœuf. La plus grande partie, plus de 98%, est utilisée pour produire sa nourriture. Un bœuf ne mange pas seulement de l'herbe, mais aussi des céréales ensilées et des tourteaux de soja, par exemple. Des plantes qu'il faut arroser, naturellement avec de la pluie ou artificiellement. Au total, cela représente une moyenne de 15 400 litres d'eau par kilo de viande. Café du Brésil, t-shirt du Bangladesh, tomates d'Espagne, vin du Chili, pistaches de Californie et œufs des Pays-Bas. Le panier de courses est international. Une grande partie de notre consommation d'eau a lieu hors du territoire. Près de la moitié pour les Français, plus des 2/3 pour les Allemands. Pour fabriquer ces produits, de l'eau est consommée et polluée ailleurs. Nos choix de consommation influent donc sur les ressources en eau de la planète entière. Des chiffres vraiment impressionnants. Oui, et ces calculs sont très intéressants pour évaluer le véritable coût de notre bien-être. 4 900 litres d'eau, c'est ce qu'un Français consomme en moyenne par jour. Et 3 900 pour un Allemand. Et ce que nous utilisons tous les jours pour la douche ou pour nous brosser les dents ne représente que 3 malheureux pourcents. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Nous avons rejoint Nicolas Franke du réseau Empreinte Eau. Dans ces conditions, est-ce que ça a vraiment un sens finalement d'appuyer sur le bouton économique de la chasse d'eau ? Toutes les économies sont utiles, mais quand on regarde ce que ça représente en termes d'empreinte eau, on se demande évidemment si ce ne serait pas plus intelligent de faire porter ces efforts sur la consommation indirecte d'eau. Nous avons vu dans le reportage que la production de viande est un des plus grands consommateurs d'eau. L'Allemagne est le pays de la charcuterie, tout le monde le sait. Gunnar et moi adorons ça aussi. Et les saucisses au tofu, ce n'est quand même pas pareil. Que représente la consommation de viande en termes d'eau virtuelle ? Environ 34% de la consommation totale d'eau. Et un peu plus en France. La consommation de viande représente environ 38% de l'empreinte eau totale. Autrement dit, se passer de charcuterie de temps en temps, c'est une bonne idée. Ça permet d'économiser un grand volume d'eau, oui. Mais tout dépend aussi du type de viande que l'on consomme. Il faut beaucoup plus d'eau pour produire de la viande de bœuf que du porc ou de la volaille. C'est bon à savoir. Les Français consomment environ 20% d'eau de plus que nous. On sait à quoi tient cette différence ? La principale raison est que les Français consomment surtout du bœuf, alors que les Allemands consomment surtout du porc. Et comme je disais, la production de bœuf utilise beaucoup plus d'eau que celle du porc. Nous avons une carte du monde à côté de nous. Quels sont les 5 pays dans lesquels nous consommons le plus d'eau virtuelle ? À votre avis, de quel pays l'Allemagne importe-t-elle le plus d'eau virtuelle? Spontanément, je dirais l'Espagne, parce qu'on importe beaucoup de légumes de ce pays. Mais il n'y a pas de drapeau allemand, si je peux me permettre. Pardon, j'ai essayé de deviner. En fait, c'est la France qui importe le plus d'Espagne. Oui, c'est la France.
Et pour l'Allemagne? Ce sont les Pays-Bas. Ah bon? Essentiellement à cause de la viande que nous importons de ce pays. Je vois qu'il y a un drapeau allemand en France. Cela concerne quel type de produit? Eh bien, l'Allemagne importe beaucoup de blé de France et la France importe aussi beaucoup de blé d'Allemagne. C'est comme les échanges scolaires. On fait un échange de blé. Et ici? L'Allemagne et la France importent du soja et du café du Brésil. Le soja est principalement utilisé dans la production de viande. Les échappées les plus lointaines de l'Allemagne sont l'Indonésie et les États-Unis. Les États-Unis pour le soja également. Et pour le maïs. Et en Indonésie, nous achetons surtout de l'huile de palme. Ah oui, bien sûr. Et pour la France, on a l'Espagne, pour les importations d'olives, mais aussi de raisins. Le raisin est souvent importé de l'étranger et le vin est fabriqué en France. C'est un peu vain. C'est le cas de le dire. Notre pompe à eau atteint donc des pays très très lointains, le Brésil, l'Indonésie et les États-Unis. Et les scientifiques examinent la consommation d'eau d'encore plus près, car vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plusieurs types d'eau. L'eau coule à flot. En Allemagne comme dans le nord de la France, les champs ont rarement besoin d'être arrosés. La pluie s'en charge. Les salades consomment beaucoup d'eau, mais là où elles poussent, ce n'est pas un problème. Le manque d'eau résulte de la différence entre la quantité d'eau consommée et les ressources disponibles. Dans beaucoup d'endroits, la consommation dépasse les ressources. Résultat, le niveau des nappes phréatiques baisse, les cours d'eau se vident, le niveau des lacs diminue et on pollue l'eau. Pour déterminer dans quel cas la consommation d'eau est nuisible, les scientifiques comparent des produits de même nature. Des tomates d'Allemagne et des tomates d'Espagne, par exemple. Leur production demande des quantités d'eau différentes. 36 litres par kilo en Allemagne, plus du double en Espagne. Et le type d'eau utilisé n'est pas le même non plus. Nous faisons une distinction entre l'empreinte eau verte, bleue et grise, car ces trois types d'eau ont des implications très différentes. L'eau verte est l'eau de pluie, celle qu'apporte la nature. Son utilisation n'est pas nuisible en soi, mais elle peut néanmoins engendrer des problèmes. Dans certaines régions, il ne pleut pas suffisamment et l'eau de pluie est très précieuse. Par conséquent, la façon dont on l'utilise va être déterminante. La production de nourriture pour les habitants sur place, les cultures destinées à l'énergie bio ou les cultures fourragères pour le bétail exporté dans d'autres pays n'ont pas le même impact. Deuxième type d'eau, l'eau bleue, c'est-à-dire celle des cours d'eau, des lacs et des nappes phréatiques. Les tomates espagnoles étant souvent cultivées dans des régions où les précipitations sont peu abondantes, les maraîchers pompent cette eau bleue pour les arroser artificiellement. Mais en cas de surexploitation, ces ressources s'épuisent, comme le montre la mer d'Aral. En quelques dizaines d'années, elle a pratiquement disparu. Cause numéro 1, le coton. Une culture qui demande beaucoup d'eau dans cette région aride. Plus de la moitié des champs de coton du monde nécessitent une irrigation. Et le coton pose encore d'autres problèmes. Les plantations étant souvent attaquées par des parasites, elles sont traitées avec des produits chimiques qui peuvent polluer l'eau. Il faut ensuite le blanchir, le teindre et l'imprimer. Autant d'opérations qui rejettent une eau polluée. C'est la troisième catégorie, l'eau grise. Des effluents particulièrement négatifs pour le bilan hydrologique. Une solution, le coton bio, cultivé sans pesticides ni engrais chimiques. Du point de vue de l'eau, le type de coton que nous achetons fait une grande différence.
Il est difficile de parler de la durabilité écologique d'un produit quand on n'a aucun moyen de l'évaluer, comme c'est le cas pour le coton. Quand on va dans une boutique pour acheter un t-shirt, on ne peut pas savoir s'il vient d'une région où l'eau est surexploitée ou polluée. Ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. C'est un autre type de transparence qu'il faut mettre en place. Eau verte, bleue et grise. À l'aide de cette répartition, les chercheurs peuvent évaluer l'impact écologique de la consommation d'eau. La provenance de cette belle tomate bien rouge fait donc une différence considérable. La quantité d'eau utilisée pour la production, mais aussi la pollution qu'elle engendre, varie énormément d'un pays à l'autre. Message reçu. Nous sommes toujours au buffet des crudités en compagnie de Nicolas Frank. Ce n'est pas très agréable pour le consommateur de savoir qu'il cause des problèmes à l'autre bout du monde. Que pouvons-nous faire? De quels moyens disposons-nous pour tenter de remédier à la situation? On peut utiliser cette application, par exemple. Elle permet de scanner le code-barre du produit et de s'informer sur son empreinte eau. Super, on va remplir le chariot et tout scanner. C'est le livreur. Voyons ce que dit cette appli. 1 litre de lait. C'est rapide. Empreinte carbone, empreinte eau. Oui. La quantité d'eau utilisée pour produire 1 litre de lait s'élève à environ 1020 litres par kilo de lait. Pour 1 litre de lait, 1020 litres d'eau. C'est fou. Et il est précisé que l'empreinte eau englobe la consommation d'eau de la vache, l'eau utilisée pour sa nourriture et la production du lait. Passons au beurre. 5550 litres par kilo. Essayons cette autre marque de beurre pour voir s'il y a une différence. On le scanne? Empreinte eau du beurre. Ah d'accord, l'appli ne fait pas la différence entre les marques. Et le jus d'orange en brique, ça donne quoi? C'est inconnu. Inconnu, d'accord. L'application ne reconnaît donc pas tous les produits et ne fait pas la différence entre les marques de beurre, par exemple. Qu'en pensez-vous? Les informations qu'elle donne sur le produit, quand elle en a, sont évidemment un peu générales. La quantité d'eau utilisée et le type d'eau, verte, bleue ou grise. Mais elle ne renseigne pas sur la provenance du produit, ni sur l'état général des ressources en eau dans la région où le produit a été fabriqué. Sur le principe, c'est une bonne idée, mais il faut l'améliorer. Tout à fait. C'est un bon début pour informer le consommateur sur l'empreinte eau de différents produits. Avez-vous quelques conseils quand on n'a pas le temps de tout scanner? Quand on fait les courses avec les enfants. Oui. Attends, Maman doit scanner le beurre. La règle générale que tout le monde connaît et qui est aussi valable pour l'empreinte eau est d'acheter des produits locaux et de saison. On peut aussi réduire sa consommation de viande et de charcuterie. Et autre possibilité encore, ne pas acheter plus qu'on ne consomme. Car il est évident que lorsque l'on jette des produits qu'on n'a pas consommés, c'est encore pire. C'est du pur gâchis. Exactement. quelle est l'empreinte eau des produits bio? Est-ce qu'ils s'en sortent mieux? Pour les produits bio, nous avons constaté que c'est surtout l'empreinte eau grise qui est plus basse. Pour les fabriquer, on utilise moins de produits chimiques, de pesticides. Leur empreinte eau grise est donc moins élevée. Pour l'empreinte eau bleue et verte, tout dépend du mode de culture. Ouais. Quand une tomate a soif, elle a soif. Exactement. Qu'elle soit bio ou pas. Parlons un peu chiffon. On sait que le coton engloutit d'énormes quantités d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éviter d'acheter un nouveau t-shirt toutes les semaines, par exemple. Et de temps en temps, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Aujourd'hui, il y a des labels de qualité pour le bois, le poisson et ainsi de suite. Ça existe aussi pour l'empreinte eau?
Il est très compliqué d'élaborer un label eau pour les produits de consommation parce que ça demande beaucoup d'informations. La quantité d'eau utilisée, pour commencer, le type d'eau, bleue, verte ou grise, et aussi la région de provenance. Cela fait trop d'informations. Pour le moment, ce type de label n'existe malheureusement pas sur le marché. Mais ce serait évidemment très utile pour le consommateur. Il ferait ses courses en toute connaissance de cause. Merci beaucoup. Nous avons appris beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait évidemment que cette prise de conscience se répercute à d'autres niveaux. Les gouvernements, par exemple, ou même les acteurs économiques de la planète entière ont leur rôle à jouer. Même si nous achetons des produits qui viennent des 4 coins du monde, rien n'empêche d'être plus responsable. La clé, savoir si les produits proviennent de régions qui manquent d'eau et dans quelles conditions ils sont fabriqués. C'est l'objectif de ces chercheurs de l'Université de Munich. Ils essaient de trouver des moyens de préserver les réserves d'eau de la planète. En collaboration avec des économistes, ils analysent l'impact du commerce international sur les ressources en eau, en tenant compte, notamment, de la croissance considérable de la population mondiale et de ses besoins toujours plus grands de nourriture. Les prix des denrées alimentaires vont grimper en flèche. En Europe, nous serons peut-être moins concernés. Les plus touchés seront ceux qui ont peu de ressources. En d'autres termes, nous allons aggraver considérablement le problème de la faim dans le monde si nous n'apprenons pas à mieux utiliser les ressources en eau dont nous disposons. Et elles sont gigantesques. Un des principaux facteurs, l'agriculture. D'après les calculs des chercheurs, avec la même quantité d'eau, les récoltes pourraient être beaucoup plus importantes dans de nombreuses régions du monde, en vert sur la carte. Un défi de taille pour les agriculteurs d'Afrique, par exemple. À maturité, un pied de maïs mesure 1,50 m de haut environ. Les rangs sont très espacés. Les agriculteurs n'utilisent pas d'engrais parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter, ni de pesticides non plus. Ils ne disposent donc pas de la plupart des moyens techniques qui existent. Et surtout, comme les pieds de maïs sont très espacés, les précipitations érodent leurs terres. Et une grande partie de l'eau s'évapore. Pour obtenir des rendements aussi élevés qu'en Europe, les agriculteurs des pays pauvres manquent souvent de formation et de moyens techniques. Avec ces deux outils, le volume des récoltes pourrait être multiplié par 10 dans de nombreuses régions d'Afrique. Mais nous aussi, nous pouvons agir, en produisant plus de végétaux moins gourmands en eau. Même en irriguant les terres, les champs ne peuvent pas être aussi verdoyants dans toutes les parties du monde, parce que les ressources en eau ne sont pas équitablement réparties. Dans ces régions, l'agriculture ne peut pas nourrir ni faire vivre les populations. En revanche, on peut y produire de l'énergie renouvelable grâce au soleil. Autrement dit, il faut répartir le travail à travers le monde. D'un côté, produire des denrées alimentaires là où il y a de l'eau, et de l'autre, produire de l'énergie là où c'est possible. Mais pour le moment, cette répartition mondiale du travail reste un rêve. Le géographe déplore l'absence de stratégie internationale de l'utilisation de l'eau. Et il n'existe pas non plus d'organisation pour fixer les règles d'une répartition durable de l'eau. Le système pourrait pourtant être utile. L'Australie, qui connaît aussi les effets pervers d'une irrigation effrénée, en donne un exemple. En Australie, l'eau destinée à l'irrigation est vendue aux enchères. Le plus offrant obtient davantage d'eau, mais il doit avoir réfléchi à la récolte qui peut en tirer. Ce système donne un prix à l'eau. Comme l'eau a un prix, on ne l'utilise pas à tort et à travers et on ne la gaspille pas. Si ce type de mesure est possible à l'échelle d'un pays, au niveau de la planète, rien ne régule le commerce de l'eau. C'est pourquoi une solution mondiale s'impose. Et elle doit venir des décideurs, souligne le géographe.
En tant que scientifique, je me refuse à dire que c'est le consommateur qui est responsable. Le consommateur n'a pas toutes les cartes en main. C'est à nos responsables politiques de faire leur devoir. C'est pour cela que nous les avons élus. Les scientifiques peuvent seulement proposer des solutions pour mieux utiliser l'eau de la planète. Les décisions concrètes, elles, relèvent des gouvernements. Ce numéro de Xenus me laisse un peu sur ma soif, mais nous avons tout de même appris que pour réduire notre consommation d'eau virtuelle, nous devons faire pression sur nos responsables politiques. C'est à eux de prendre des mesures et de voter des lois afin que l'économie préserve les ressources. Et en attendant qu'ils le fassent, s'ils le font un jour, espérons-le, nous pouvons aussi veiller à ne pas consommer trop d'eau virtuelle. Au lieu de manger du steak tous les jours, faisons sauter des petits légumes, par exemple, qui existent aussi en version individuelle à emporter. C'est meilleur dans la blanquette. Oui. Et pour vraiment enfoncer le clou, ne laissez pas couler le robinet en vous brossant les dents. On dirait ta mère. Quelle horreur. À la prochaine. Salut. Tu en veux un bout? Non, sans blanquette, j'aime pas. Mais c'est bon pour toi. Non, merci.